Je me présente très rapidement, donc Mokhtar Benmelgassem, je suis DSI de Bpifrance, la banque publique d'investissement. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette créature, entre guillemets, hein. Donc c'est l'établissement français de financement et d'investissement dans les entreprises, dans les PME, un établissement public qui a été créé par Nicolas Dufourcq en 2012-2013. Et donc une entreprise de 3000 personnes, 3000 collaborateurs, donc on est une petite banque avec des enjeux très forts et un rôle très important dans l'économie française. Ce matin, je vous avoue, quand on s'était mis d'accord avec François sur la thématique DSI Business Partner, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que le sujet est très vaste. Donc j'ai hésité sur la manière de poser les sujets, la manière de le traiter. Et il y a tellement d'angles de vue, il y a tellement de sujets, d'histoires à raconter sur ce sujet-là, que j'ai préféré plutôt vous poser le cadre général. Et je l'espère, malgré l'agenda très chargé, laisser un peu de temps à la fin pour les questions-réponses. Je suis là aussi pour partager avec vous l'expérience de BPI sur ce sujet-là. Donc la DSI Business Partner, c'est déjà l'histoire de l'IT. Une histoire, donc là je vous ai mis deux slides qui viennent du Gartner. Le Gartner, c'est le plus gros cabinet de recherche informatique au monde, un cabinet américain, alors qui définit 3 âges à l'informatique, à la tech. 3 âges qui a commencé par l'IT artisanal dans les entreprises, dans les années 70-80. Les entreprises commencent à toucher du doigt l'intérêt de l'informatique avec des équipes informatiques qui étaient complètement éparpillées, complètement isolées, qui étaient parfois complètement dans leur coin, à travailler sur du gros systèmes, sur du mainframe, parfois complètement sur les genoux du métier pour leur développer des requêtes, quelques services informatiques, quelques développements informatiques complètement isolés, sans standard, sans normes, une informatique qui était vraiment au service des quelques collaborateurs de l'entreprise, des métiers de l'entreprise, mais était complètement à part. Il n'y avait pas des process. Donc c'était les années 70-80. Petit à petit, les entreprises ont compris l'intérêt, l'utilité de ces développements informatiques. Ils ont décidé, du coup, de créer ce qu'on appelle les DSI, donc les équipes en charge de l'IT, parce que l'IT a commencé à prendre une dimension importante. Et ces services-là qui étaient développés dans le premier âge, sont devenus essentiels pour le fonctionnement de l'entreprise. Donc, les entreprises ont décidé de créer ces équipes complètement à part, avec des process, avec des normes, avec des méthodes. Et on a créé malheureusement des fournisseurs à l'intérieur des entreprises. Donc, c'est la relation client-fournisseur qui a commencé à s'installer à l'intérieur de la même entreprise, entre les mêmes collègues, les business d'un côté qui exprimaient des besoins et l'informatique de l'autre, les équipes informatiques de l'autre, qui étaient isolées dans leur coin, qu'on ne comprenait pas parce qu'ils étaient dans leur process, dans leurs normes, dans leur technologie, etc. Et donc, cette relation-là de client-fournisseur a commencé petit à petit à prendre de l'ampleur et à générer énormément de problèmes. 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est l'agilité, le time to market. Donc, on est arrivé en fait en appliquant ce qu'on appelle en informatique les cycles en V, c'est-à-dire que dans une relation client-fournisseur, les clients qui expriment ses besoins et les fournisseurs derrière qui répondent à ces besoins-là. Donc, le client qui demande à créer une trottinette, qu'il exprime dans son cahier de charge comme étant un vélo, qui est compris par l'informatique comme un scooter, qui est développé comme une moto, et qui sort comme un tracteur. Donc au lieu d'une trottinette, on a un tracteur. Et cet exemple-là, je vous assure, il fait partie du quotidien de l'informatique. Donc un deuxième problème, c'est la valeur. À quoi servent les investissements informatiques? À quoi sert le budget? À quoi sert tout ce qu'on fait au niveau de l'informatique si on n'a pas de valeur et si on n'a pas d'agilité? Parce qu'on a créé des mastodontes, on a créé des systèmes complètement très compliqué qu'on a du mal à faire bouger. Donc, la troisième phase,
la phase digitale, qui est arrivée depuis les années 2010, hein, l'arrivée du premier iPhone en 2007, et donc qui a bousculé les entreprises qui ont compris finalement qu'il y a, pour s'attaquer à ces problèmes-là, le problème de l'agilité et le problème de la valeur, avec l'arrivée aussi des nouvelles technologies, il faut tout casser. Il faut transformer l'entreprise dans sa globalité. Il faut casser les murs, et on parlait avec François ce matin, casser les murs, casser les silos, casser cette relation des clients-fournisseurs à l'intérieur de l'entreprise et s'organiser au mode produit. La seule manière de créer de la valeur et d'augmenter le time to market, c'est de faire en sorte que tout le monde soit impliqué et qu'on ait une organisation produit dans laquelle toutes les équipes métiers et IT comprennent le sens de ce qu'on fabrique, le sens de ce qu'on fait au niveau de l'IT. Donc c'est dans cette phase-là que se trouvent la plupart des entreprises aujourd'hui. Le saut entre la deuxième phase, l'IT industrialisé, et la phase digitale est aujourd'hui tellement compliqué, tellement dur, il est beaucoup plus compliqué que le passage de la première à la deuxième phase, parce qu'on touche la culture de l'entreprise, parce qu'on touche l'humain, et parce qu'on a, dans la deuxième phase, on a créé un monstre qu'on a aujourd'hui énormément de mal à faire bouger. Le dernier slide de Gartner, je parlais de la phase digitale. La phase digitale, c'est aussi l'arrivée des nouvelles technologies qui bousculent complètement aujourd'hui la culture de l'entreprise et les manières de faire. Donc là, vous avez, selon le Gartner, les domaines technologiques qui impactent le plus les organisations des entreprises. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc vous avez l'intelligence artificielle, la data, le cloud, l'Internet des objets, etc. Sur le cloud, par exemple. Sur le cloud, vous avez ce qu'on appelle le SaaS, le Software as a Service. Le Software as a Service, ce sont des services prêts à l'emploi qui sont offerts par les acteurs du cloud et qui ne sont pas destinés aux informaticiens. Pas dans la définition classique, dans la deuxième phase. Ce sont des outils qui sont destinés tout de suite à être utilisés par les métiers. Donc, on ne peut plus rédiger le cahier de charge pour une informatique qui va ensuite développer les produits. On doit tout de suite comprendre les services qui sont proposés par les acteurs de cloud, voir l'intérêt et la valeur de ces services-là, et donc tout de suite rentrer dans cette phase-là de cette articulation directe avec les services digitaux, sans passer, et surtout pas en passant par les process classiques, par les fonctionnements classiques qu'on a l'habitude d'avoir avec l'informatique. Alors, un partenariat, casser le mur nécessite de mettre en place un partenariat. Un partenariat entre les équipes métiers, les équipes business et les équipes IT. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un partenariat efficace? Alors, je vais parler de manière générale. Cette définition-là s'applique à tout type de partenariat, même en dehors de l'informatique. Un partenariat efficace, c'est premièrement partager les mêmes objectifs. Quand on travaille sur un projet, quand on travaille sur un sujet, un chantier, toutes les équipes de A jusqu'à Z, y compris les équipes informatiques, doivent comprendre l'intérêt et la finalité de ce qu'on fait, la finalité du projet, la finalité du programme. C'est très important. Et dans la deuxième ère de l'informatique, c'était l'élément qui pêchait le plus. C'est que l'informatique ne comprenait pas le sens de ce qu'on leur demandait de faire. Donc partager les objectifs est un élément très important. Et on parlera beaucoup d'humain. L'humain, pour le motiver, il faut lui faire comprendre à quoi sert ce qu'on nous demande de faire. L'administrateur base de données qui travaille sur des bases de données, s'il ne comprend pas pourquoi on nous demande tel ou tel type de base de données pour tel ou tel calendrier, il est incapable de fournir le service attendu. Un bon partenariat, c'est partager aussi les contraintes des uns et des autres. Quand le business demande à l'informatique de sortir, d'élaborer un produit pour une date donnée, il faut absolument que les contraintes en termes de budget, notamment en termes de coûts, soient partagées avec les métiers.
Il faut que les contraintes au niveau de la technologie, au niveau de la sécurité, soient partagées avec le métier. Il faut que le métier et le business comprennent ces contraintes-là et les acceptent. Et un bon partenariat, c'est un co-investissement. On gagne ensemble ou on perd ensemble. On met tous les deux partenaires, toute l'énergie, tous les moyens qu'il faut pour réussir le partenariat. Et donc, on est embarqué sur le même bateau. Voilà, 3 règles qui sont indispensables aujourd'hui et qui pêchent énormément dans la relation business-DSI dans toutes les entreprises. Les partenariats fonctionnent quand les intérêts, je disais, les intérêts collectifs sont partagés, sont alignés. Quand les résultats attendus sont clairement partagés, compris et acceptés par les uns et par les autres. Quand chaque partenaire remplit sa mission. Un partenariat, c'est des rôles qui sont très précis. Et c'est une application très très forte de 2 partenaires. Et donc ce rôle-là, c'est un process qui doit être clairement établi au début du partenariat. Et le rôle de chacun doit être clairement défini et joué pleinement par les 2 parties. Je parlais des process définis. Un bon partenariat, c'est un partenariat qui fonctionne selon des process qui sont clairement et complètement définis. Et quand finalement, 1 + 1 = 3. Quand les 2 partenaires ensemble ont compris que leur intérêt, c'est d'être ensemble. Qu'ils sont forts tous les 2, séparément, mais surtout qu'ils sont forts ensemble, beaucoup plus forts ensemble. Malheureusement, je disais, on a aujourd'hui dans toutes les DSI, dans toutes les entreprises, énormément de problématiques. On se rend compte que finalement, la valeur attendue et les objectifs business sont généralement mal définis dans les entreprises. Chez Bpifrance, on a énormément de soucis, énormément de problèmes à faire comprendre qu'un partenariat DSI métier nécessite de partager les objectifs business. Quand on demande un projet, il faut l'expliquer, ce projet-là, il faut le valoriser, il faut faire un business case, il faut comprendre, il faut définir complètement les gains métiers, les gains business, qui sont la finalité de ce projet-là, et partager les coûts. Et on a énormément de difficultés, toutes les entreprises ont énormément de difficultés à trouver la manière la plus appropriée pour faire comprendre à toute l'entreprise, et notamment au business, l'intérêt et l'importance de cet élément-là. Et donc, la plupart des partenariats, malheureusement DSI métiers, fonctionnent aujourd'hui toujours comme avant, dans une relation client-fournisseur classique. Le business a du mal à quitter son fauteuil de client, et c'est très compliqué. On parle vraiment de la transformation d'entreprise, on parle de la transformation culturelle. C'est très confortable d'être client face à un fournisseur. Et je dirais même, parce qu'on l'était pendant très longtemps, et on continue à l'être sur un certain nombre de projets, c'est très confortable d'être fournisseur face à un client. Un fournisseur se contente de répondre à un contrat, même si le contrat apporte peu de valeur. C'est très confortable d'être fournisseur face à un client, et c'est très confortable d'être client face à un fournisseur. Les clients qui tapent sur les fournisseurs, et c'est toujours la faute des fournisseurs. Donc on a énormément de mal aujourd'hui à faire bouger le business d'un côté, quitter son rôle de client, et la DSI de l'autre, quitter son rôle de fournisseur. Et on a un gros souci, un gros sujet, nous DSI, par rapport à nos propres fournisseurs. On travaille dans un écosystème de sociétés de services, d'éditeurs. La relation que le DSI a aujourd'hui avec ses fournisseurs, c'est une vraie relation de client-fournisseur. Alors qu'ils font partie, c'est une partie complètement intégrée dans la chaîne finale qui a pour objectif de servir un client, d'apporter une vraie valeur pour l'entreprise. Donc nous avons un maillon qui manque aujourd'hui et que personne ne traite parce qu'il est très très compliqué. Comment faire en sorte que, à la limite, c'est beaucoup plus facile à l'intérieur de l'entreprise de casser le mur et de faire en sorte qu'on ait une relation de partenariat avec le business. Le problème, c'est comment s'attaquer à la problématique de nos propres fournisseurs. Comment faire en sorte que ma relation, moi, de DSI avec mon fournisseur
soit aussi une relation de partenariat. Et aucune entreprise n'a trouvé de solution. Et le sujet est très compliqué. Je parlais de la transformation culturelle. C'est le sujet le plus compliqué. Et c'est vraiment la base de toute la transformation. Cette transformation culturelle, elle est sous-estimée dans toutes les entreprises. Le nerf de la guerre, c'est la transformation culturelle. Le nerf de la guerre, c'est la transformation de people. Le nerf de la guerre, c'est la conduite des changements. Et on se rend compte que c'est le sujet qui est le moins l'outil dans toutes les transformations des entreprises. Le sujet, il est là. Le vrai sujet, il est en bas. Et toutes les entreprises aujourd'hui pêchent sur cette dimension-là. Moi, j'ai rencontré énormément de DSI à l'extérieur. La première chose qui arrive, qui tombe quand on parle de transformation d'IT, c'est cet élément-là de transformation culturelle, transformation people à l'intérieur de l'entreprise. Alors, quelques retours d'expérience chez BPI France. Après, je laisserai le temps aux questions que j'espère, seront nombreux. Alors, chez BPI France, on a un plan stratégique, une vision que nous sommes en train de construire, qui consiste à dire que nous avons deux pôles. Une orientation vers un pôle à gauche complètement business et client-centrique, la DSI qui casse le mur avec le business, qui comprend la finalité, qui est complètement intégrée dans la finalité qui consiste à servir les clients finaux, les clients de l'entreprise, une DSI complètement alignée sur la stratégie des BPI France, et à droite, une DSI très tech finalement. Une expertise très tech ouverte sur son système technologique, une DSI innovante, une DSI horloge suisse qui a des services d'une qualité irréprochable, une DSI qui tire profit des meilleures technologies pour servir finalement le business et le client. Client et business centrique, excellence opérationnelle et finalement création de valeur. Ce qui tire aujourd'hui l'orientation stratégique de BPI France, c'est la création de valeur. L'IT doit créer beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui. L'IT doit se soucier, toute l'entreprise doit se soucier, doit prendre le sujet de la création de valeur par la tech dans une phase où la tech devient le business. On n'est plus dans le rôle de l'activité support. Pendant longtemps, on nous appelait l'activité support, comme la compta, comme la RH. Eh bien non. Aujourd'hui, dans la phase digitale, la tech, c'est le business. Et l'entreprise qui n'a pas compris ça, c'est l'entreprise qui a signé son arrêt de mort. La tech, c'est le business. Donc la valeur tech devient aujourd'hui dans le cœur de l'entreprise, au cœur de l'entreprise. Donc pour faire ça, nous avons lancé un gros plan de transformation, un plan qui est porté par la direction générale et qui implique aujourd'hui les métiers et l'IT. Un plan qui a trois orientations. Le client centrique, on est centré vers les clients. Les clients, c'est les clients finaux de l'entreprise. Et c'est très important. Un client qu'au niveau de l'IT, on ne connaissait pas du tout. En fait, on avait un intermédiaire qui s'appelle le business, les porte-paroles, les murs à l'intérieur de l'entreprise qui nous protégeaient du client complètement. Donc on ne comprenait pas le client, ce que veut le client, la valeur en fait globalement de ce qu'on produit pour les clients finaux. Donc une orientation tech client-centrique. Business-centrique, c'est fini. On n'est plus le fournisseur de nos propres clients. Pendant longtemps, moi je me rappelle, un membre de Comex, il y a 2 ans, il disait, moi je suis allé vers le président de BPI et je lui dis, finalement j'ai compris l'IT. Et en fait j'ai compris que nous avons chez BPI la meilleure société de service au monde. La meilleure société de service au monde. Eh bien non, on n'est pas une société de service chez BPI France. Et si on était juste une société de service, notre rôle aurait été très simple. On n'est pas la société de service. On est beaucoup plus que ça. Et notre rôle est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça.
Donc, business-centrique, on casse le mur avec le business et on est complètement intégré dans le business. Et collaborateur-centrique, la transformation humaine. On s'intéresse aux collaborateurs. On s'intéresse aux collaborateurs métiers, mais aussi collaborateurs IT. Les collaborateurs IT, l'informaticien de base aujourd'hui devient une perle rare. L'informaticien de base, dans les entreprises, devient un élément important dans l'entreprise. Ce qui n'était pas le cas pendant très très longtemps. Et les conséquences sont dramatiques. Pendant très longtemps, on a oublié l'informaticien. Et on a créé des gros problèmes. L'informaticien aujourd'hui devient une denrée rare qu'on a du mal d'ailleurs à trouver sur le marché. Donc il y a un gros sujet de fidélisation, il y a un gros sujet d'implication, de responsabilisation sur toute la chaîne IT. Et un gros sujet de transformation des compétences. Nos grands chapitres en matière de transformation, sans entrer dans le détail, la gouvernance métier et les process d'investissement. La gouvernance métier, c'est toute la responsabilisation des métiers dans la chaîne informatique, le fait de casser, de transformer des métiers, nos business, des simples clients vis-à-vis d'un fournisseur vers un vrai partenaire de l'IT. Le process d'investissement, c'est comment faire en sorte qu'on n'investit pas le moindre centime dans l'informatique sans être certain qu'on crée de la valeur. C'est la question mortelle aujourd'hui. Comment s'assurer que les investissements informatiques, moi je me rappelle aussi d'une discussion avec Nicolas Dufour qui m'a dit il y a quelques années, il me disait, mais Mokhtar, je veux que tu t'assures d'un truc, je ne veux pas qu'on mette la moindre virgule dans le moindre code au niveau de l'IT sans être certain que ça apporte de la valeur. Vaste question. Et c'est derrière ça, la réponse, c'est toute la transformation de l'entreprise. Il n'y a pas d'autre réponse. On travaille sur l'agilité. L'agilité, c'est une méthode pour atteindre justement cette orientation vers le business, vers le partenariat business. Les méthodes agiles. Et au-delà des méthodes agiles, sous toute la transformation culturelle et organisationnelle de l'entreprise dans son ensemble. Transformation culturelle, j'en parlais, IRH, un gros sujet, très compliqué, mais nous avons compris au moins chez Bpifrance que c'est un gros sujet. Nous n'avons toujours pas trouvé la manière de l'approcher, le cadre qui permet vraiment de l'accélérer, de faire en sorte que ça puisse transformer l'entreprise, pas encore, mais nous sommes en train de mettre des moyens très forts avec un sponsoring très important de la direction générale dans son ensemble et des métiers qui ont compris maintenant, en très peu de temps, en 1 an et demi, que tout ça doit bouger. La RH, les ressources humaines, c'est vraiment au cœur c'est le nerf de la guerre, hein, les ressources humaines. Conduite de changement, tout ça nécessite bien sûr de la conduite de changement, de la communication. C'est clé. Donc ça, c'est la partie de gauche, l'orientation business, l'orientation client, le fait de casser le mur, de créer de partenariats avec les métiers. À droite, on est une DSI très tech, donc on travaille sur l'architecture du système d'information, sur la modernisation du système d'information. Nous avons l'objectif de créer un système d'information qui est très ouvert à l'extérieur et très agile. L'intégration des nouvelles technologies, j'ai le cloud, l'intelligence artificielle, notamment nous travaillons beaucoup sur ces 2 sujets-là. Le sourcing, donc le gros sujet des fournisseurs, le fait qu'on est toujours, et on va le rester malheureusement pendant un certain temps, clients nous-mêmes de nos propres fournisseurs. Comment faire en sorte que la relation que nous avons avec nos fournisseurs, qui sont en fait indispensables dans notre activité, soit complètement alignée dans la vision partenariale avec le business. Et j'en ai parlé, les talents. Voilà, les talents, les compétences IT. Voilà, donc c'était très général, une introduction très générale au sujet. Si on a un peu de temps, François, on peut passer à la séance de questions-réponses. On a 10 minutes de questions-réponses. Alors j'aimerais juste peut-être avant rajouter des éléments sur ta présentation. Merci d'avoir fait cette présentation de qualité déjà.
La DSI, pourquoi la DSI est importante dans une banque d'investissement, une banque, une assurance, une mutuelle? La DSI, c'est le système industriel. C'est le cœur, en fait, du sujet. Et même si on ne travaille pas dans une banque, on réalise combien la DSI est fondamentale. C'est l'architecture, c'est la colonne vertébrale, en fait, de l'organisation en termes d'outils, de procédés derrière. Donc, le premier point, on le voit dans une DSI, mais on a souvent cette caricature du commercial qui travaille pas avec l'opérateur qui produit derrière. Ce clivage, c'est ce clivage entre le métier, le business et la DSI qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Donc projetons-nous au-delà de cet exemple dans toutes nos entreprises dans lesquelles on travaille. Plus l'entreprise est grande, on peut avoir ces difficultés de partenariat interne et externe. Autre chose sur BPI France que tu n'as pas cité et qui est pour moi importante, BPI France a une image très forte et un engagement très fort envers les entrepreneurs aussi. Avec l'événement du 10 octobre prochain, la 5e édition du BPI Inno Génération, le BIG, qui est un super événement. Et donc BPI France porte cette envie d'emmener nos startups, de les encourager, nos entrepreneurs à l'international. Donc l'entreprise étendue est là aussi. Vous avez aussi des services à ces entreprises que vous accompagnez. Donc ce partenariat diffuse partout. Voilà, 2 éléments que je voulais vraiment rajouter en plus pour honorer ta présence. Avez-vous des questions? Quels sont les freins ou les résistances que vous avez rencontrées quand vous avez lancé votre transformation au sein de la DSI? Alors, beaucoup de freins. Beaucoup de freins. On a les freins de base, le frein tech, le frein orienté vers l'IT, en fait, le frein d'une DSI, ce mastodonte en fait, qu'on a créé, hein, ce gros truc qui a du mal à bouger aujourd'hui. Hein, donc, c'est mammouth, clairement, hein, aujourd'hui dans toutes les entreprises, notamment les entreprises bancaires. Donc la succession de plusieurs couches technologiques, etc., qu'on a du mal à faire, à rendre agile et à moderniser. Donc ça, c'est un premier frein. Le plus simple des freins, c'est celui-là, en fin de compte, hein, sur lequel on a la main. Les plus gros freins, comme je disais, finalement, c'est le business aujourd'hui. C'est la transformation culturelle de l'entreprise dans son ensemble. Aujourd'hui, on a énormément de mal à faire comprendre au métier qu'il faut sortir de la relation classique dans laquelle on a fonctionné pendant des décennies. C'est la relation de le business et le maître, l'IT et l'esclave. Le business, les clients, l'IT, les fournisseurs. L'IT, la DSI, c'est connu, concentre toutes les frustrations de l'entreprise. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours la faute de l'IT. Et en fait, ça reste toujours. C'est quelque chose qu'on a créé pendant tellement longtemps qu'on a aujourd'hui énormément de mal à faire bouger. Donc, faire bouger les entreprises pour leur dire, et notamment les métiers, pour leur dire que ben non, finalement, il faut construire autre chose. On va casser le mur et vous allez jouer un autre rôle qui sera beaucoup moins confortable et vous allez devoir vous impliquer différemment dans l'IT. C'est très, très compliqué dans l'entreprise. Donc, quand ce n'est pas accompagné par un sponsoring très, très fort, une orientation, une vision très, très forte de la direction générale et des moyens très forts, ça ne marche jamais. On est passé par toutes les phases. On est passé par la première phase dans laquelle c'est l'IT qui allait parler au métier pour leur expliquer que finalement, on va faire de l'agilité, c'est très important de bouger, etc. Ça ne marchait pas. On est allé un peu plus haut en disant, OK, on va passer par le COMEX. Là maintenant, c'est au COMEX d'expliquer qu'on n'a plus le choix, il faut faire ça. Au début, ça ne marchait pas. Et ensuite, on est allé encore plus loin, en allant partager des retours d'expérience externes. Et ça prend du temps, tout ça. La transformation culturelle, c'est le chantier qui prend le plus de temps, en mettant le plus de moyens possibles. Et on arrive, nous, côté BPI, je vous parle là, on est quasiment fin 2019, on arrive dans cette phase-là où quasiment tout le métier a compris, tout le business, toutes les lignes de business, toute l'entreprise a compris quand même qu'on n'a vraiment pas le choix. Pour atteindre déjà cette maturité-là, on est passé par plusieurs phases et ça a pris énormément de temps. Et c'est très important, c'est très bien qu'on arrive à cette phase-là. Maintenant, c'est comment faire? Et on n'a toujours pas répondu à la question. Je voudrais juste compléter ce que tu dis et merci de partager ça. Dans les partenariats, quels qu'ils soient, il n'y a pas de gagnant-perdant, en fait. Quand on pense qu'il y a un gagnant-perdant, par exemple business gagne et perdant, c'est la DSI, ce que tu décris, en fait la DSI le vit mal, le perdant le vit mal et finalement le gagnant perd par rapport à ça.
Parce que l'autre Exactement. livre le minimum. Que ce soit DSI métier, comme tu décris, ou que ce soit, par exemple, un grand opérateur avec ses propres sous-traitants. Quand j'ai écrasé les prix de mes sous-traitants, mon sous-traitant se rattrape d'une manière ou d'une autre. Il me le fait payer par des coûts cachés. Il n'y a que du gagnant-gagnant. Donc de rentrer dans cette dynamique, de pas être dans un gagnant-perdant ou d'essayer de faire perdre l'autre, d'essayer de trouver, comme tu disais, un objectif commun, c'est fondamental. Et une autre attention à avoir, ce qu'on voit entre DSI et métier, on le voit de plus en plus dans l'entreprise avec l'ISO 9001, qui propose des SLA, donc des Service Level Agreement, des contrats internes entre les équipes à l'intérieur des entreprises. Donc en fait, les différentes fonctions vont avoir des contrats. Le contrôle de gestion que vous faites vont avoir des contrats avec les différentes organisations. Si vous restez à la dimension contractuelle avec gagnant-perdant, vous ratez cette opportunité de vrai partenariat. Nicolas, tu avais un commentaire ? J'avais une question, enfin des remarques et puis une question, une boutade. La remarque, c'est d'abord merci pour cette présentation parce que elle éclaire plein d'évolutions du métier en fait des étudiants qui sont en face de vous ici, qui travaillent sur les aspects contrôle de gestion. Le premier, c'est que eux aussi ils ont cette problématique client centrique, business centrique et collaborateur centrique. Et c'était une des raisons en fait du rapprochement avec Rémi Rodriguez avec l'IFCO en fait, puisqu'on retrouve bien ça dans le projet que vous allez avoir à mener bientôt. La deuxième remarque, c'est vous rappelez opportunément en fait les évolutions digitales en fait de l'entreprise et ça va les concerner énormément. Tout ce que vous avez mis en haut sur le big data, l'internet des objets, l'étude du Gartner là, ça les concerne énormément. Ça va profondément changer leur métier et donc il y a des choses qui sont développées à Dauphine pour accompagner ça et notamment vous soulignez à juste titre que ce ne sera pas simplement technique, c'est culturel et ça c'est véritablement important. Un des projets que l'on essaie de monter, j'espère qu'il verra le jour. C'est un petit peu compliqué, mais on va essayer de faire travailler en fait au second semestre nos étudiants avec les étudiants du département informatique ici. Donc ils sont précisément eux des spécialistes des technos de votre côté en fait de ça et la question qu'on se pose c'est comment on va arriver à les faire parler, comment on leur apprend en fait à parler ensemble, à travailler ensemble, à changer culturellement à la fois du côté de nos étudiants mais aussi du côté des étudiants à IT pour attraper cette agilité dont vous parlez. Donc je trouve que ça tombe très très opportunément en fait par rapport à nos préoccupations d'aujourd'hui et merci pour cette présentation. Les soft skills, tout ça est véritablement important, c'est là-dessus qu'on doit les faire travailler. La question, c'est en termes très concrets, comment on fait travailler ces gens-là? Est-ce que vous avez quelques exemples en fait qui vous viennent en tête aujourd'hui où vous dites là ça a bien fonctionné, la mayonnaise elle a bien pris pour rapprocher les gens de l'IT avec alors pas forcément des contrôleurs mais des gens d'autres cultures. De toute façon le chemin sera le même quelles que soient les cultures d'où on part. Ça c'était ma question. Et puis une boutade, mais c'est qu'une boutade. Le DSI business partner, là je vous arrête tout de suite, c'est le contrôleur de gestion qui est business partner en fait. Donc, Tout le monde doit être business partner. L'objectif partagé commun. C'est ça, exactement. On parle de la DSI, mais ce mouvement-là, c'est tout le monde. C'est pour ça que c'est vraiment une transformation de l'entreprise dans sa globalité qui est en train de s'opérer. Comment côté BPI, on fait pour faire parler les gens ensemble? C'est votre question. Alors, plusieurs méthodes, plusieurs outils. Je vais citer un outil qui marche très très bien chez nous, qui est le Lean. Donc la DAC, la démarche d'amélioration continue, alors qui a été lancée chez nous par Nicolas Dufour. Nicolas Dufour qui était juste celui qui a initié le Lean chez Capgemini. Il était le numéro 2 de Capgemini avant d'arriver chez BPI France. Et les Lean chez nous, ça marche très bien. Il est déployé donc, dans toute l'entreprise. Moi, j'ai quelques collaborateurs, donc j'ai une équipe spécialisée aujourd'hui, une équipe complètement à part au sein de la DSI qui travaille sur le Lean. Et le Lean, c'est quoi? Le Lean, pour nous, c'est au-delà de la définition classique des gains de productivité, des traitements des irritants, etc. C'est surtout, pour nous, un outil pour faire en sorte que les gens puissent parler ensemble. Donc, on a mis en place toute une cascade, tout un outil, tout un panel d'outils DAC qui justement permettent de faire en sorte que les gens puissent échanger ensemble. Donc on a des séminaires DAC, on a des ateliers DAC, on a une démarche qui permet de faire parler aux uns
et aux autres. Le Lean, et je le dis aujourd'hui, la DAC, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'IT chez nous. Et c'est très important. Donc ça, c'est un outil. Chez nous, ça marche très très bien. Moi, je crois beaucoup à cette démarche-là, la démarche Lean. Et donc, c'est un chapeau hein, qui vient en plus de tout le reste. Et elle permet surtout, le Lean permet chez nous, permet aux uns aux autres de se comprendre en fait. Et donc, on l'applique à la fois aux équipes DSI. On a plusieurs murs en plus à l'intérieur de la DSI entre les différentes couches. Les couches des développeurs, les couches de la production, les couches de la tech, de l'infra. Donc ça permet non seulement de casser ces murs-là, mais ça permet aussi, on est en train de l'utiliser très fortement aujourd'hui, pour casser les murs. Typiquement, on parle de la compta. Prochainement, on a une journée, un séminaire DAC, qui est organisé donc, par l'équipe DAC, entre les équipes DSI et les équipes compta. Et l'objectif, c'est de faire parler les uns avec les autres et de faire comprendre aux équipes IT les enjeux métiers de la compta et de faire comprendre aux équipes compta les enjeux de l'IT de manière générale, comment s'inscrit justement tout ce qu'on fait pour la compta dans le mouvement global de l'IT et de leur faire comprendre aussi nos contraintes. Et donc c'est quelque chose qui marche très bien chez nous, qui est fondamental. Donc c'est vraiment génial parce qu'on a ici des experts du Lean qui vont pouvoir travailler avec des étudiants et commencer à prendre cette étude de cas et dire comment on va faire travailler ensemble ces deux mondes pour Dauphine. Oui, je voulais savoir justement sur le côté DSI, Business Partner, quels outils vous avez mis en place pour mesurer la création de valeur liée à la DSI? Vaste question. Je crois que j'avais dit qu'on se cherche encore. C'est très compliqué. Il y a un premier élément, il y a un premier outil, entre guillemets, ce qu'on appelle le business case. Le business case, c'est qu'on ne se lance pas dans un projet, dans un changement au niveau de l'IT sans avoir mesuré et formalisé les gains et les coûts. Donc ça, c'est clé, c'est très important. Une fois qu'on a dit ça, c'est simple de faire un business case. Nous avons travaillé sur un format de business case pour tout le monde, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Le problème, c'est quand on rentre dans les détails, la vraie valeur qui est dans le business case qu'on s'impose aujourd'hui, c'est pas tout à fait la vraie valeur qui, finalement, qui touche au client. Donc, on a des valeurs, notamment sur les bénéfices, on a énormément de bénéfices qui sont renseignés dans le business case, mais finalement qui ne font pas toute la chaîne jusqu'au client final. On parle de gains de productivité, on se projette sur un certain nombre d'éléments en interne, etc. On a du mal à mesurer ça en euros. Donc un vrai business case doit normalement permettre de mesurer les gains en euros face à des coûts qui sont en euros, qui sont complets, et en fonction de l'équation, on décide d'aller ou de ne pas aller. C'est aussi simple que cela. Le problème, c'est que quand on essaie de mesurer les bénéfices en euros, très compliqué parce qu'on se projette sur des scénarios mais qui restent hyper hypothétiques. Et quand on essaie de mesurer aussi les coûts en euros, ça reste aussi très compliqué. Très compliqué parce qu'on est dans un mouvement technologique aujourd'hui qui est très riche. Donc on est en fonction de la nature de solution, si c'est une solution cloud qu'on va plutôt prendre, si c'est une solution plutôt de développement spécifique, etc., les coûts ne sont absolument pas les mêmes. Donc on essaye, on s'est défini, on est en train de travailler sur la démarche de la valeur par sprint, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a arrêté de croire, pendant longtemps, on essayait de positionner en fait le business case initial au début du projet et de mesurer ce business case-là tout au long du projet. On a compris que le business case initial, c'est un business case très théorique et que finalement,
vu que les technologies changent énormément, vu qu'en cours de projet, les conditions des projets changent énormément, notamment avec les méthodes agiles, etc. Donc on est en train de mettre en place ce qu'on appelle les revues par sprint. Un sprint, c'est tous les mois, c'est tous les 3 mois, des business cases, c'est-à-dire qu'on se donne, c'est d'où le comité investissement, on se lance sur des projets, on décide sur des critères qui sont définis initialement à T0, au début du projet, et en fait ces critères-là, on les revoit régulièrement, et on décide donc régulièrement de est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on change de trajectoire, est-ce qu'on change des technologies, est-ce qu'on change des périmètres. Et donc on parle même aujourd'hui de stratégie en sprint. Voyez-vous, c'est que chez nous, et justement c'est le Gartner qui le dit aussi, c'est important, même la stratégie des BP France aujourd'hui, elle fonctionne en sprint. C'est-à-dire que vous voyez là la vision globale très très lointaine dans les années qui viennent de ce qu'on veut faire, mais dans le détail, c'est très compliqué aujourd'hui de se projeter au-delà de 6 mois, 1 an. Même en matière stratégique, c'est très compliqué. Personne ne sait ce que va être en fait le digital, les technologies, le monde globalement en fait, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc à l'époque on faisait des schémas directeurs à horizon de 5 ans, hein, je me rappelle. Aujourd'hui ça devient complètement inutile. Donc c'est toute l'entreprise, dans toutes ses démarches, y compris stratégiques, qui devient agile aujourd'hui. Merci Mokhtar, bravo, merci.